Nous allons maintenant aborder le rachis dans son ensemble. Le plan du cours sera le suivant. Nous étudierons l'évolution du rachis et des courbures rachidiennes. Nous verrons les aspects généraux de la colonne vertébrale adulte et nous pourrons étudier une anomalie de courbure de la colonne vertébrale à l'origine de ce qu'on appelle la scoliose. Nous verrons les articulations de la colonne vertébrale et de la tête, puis nous étudierons les rapports du rachis, en insistant sur l'émergence des nerfs spinaux et les rapports avec les méninges spinales. Enfin, nous verrons quelques exemples de plexus, en particulier le plexus brachial, le plexus lombaire, le plexus sacré et le plexus pudendal. Nous verrons les bases anatomiques de la ponction lombaire et nous finirons par des notions générales sur les métamères, les dermatomes et les myotomes. Le rachis présente des courbures rachidiennes qui apparaissent au fur et à mesure du développement. Chez le nourrisson, la colonne a globalement une courbure légèrement concave en avant dans son ensemble. Au moment où l'enfant s'assied, la lordose cervicale apparaît afin d'assurer l'horizontalité du regard. C'est le moment où le nourrisson commence à lever la tête. Lorsqu'il se met debout, se forme la courbure lombaire qui a pour effet de reporter le centre de gravité vers l'arrière. La syphose thoracique s'accentue progressivement lors du développement. On voit à l'âge adulte l'aspect général de la colonne vertébrale vue de profil. Si l'on regarde l'aspect général de la colonne vertébrale adulte en vue de profil, on voit que la colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres, dont 24 mobiles. La partie inférieure de la colonne vertébrale, le bloc sacro-coccygien, représente la partie immobile de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est constituée en premier du rachis cervical, formé par l'empilement de 7 vertèbres cervicales, nommées de C1 à C7. C1 étant aussi nommé l'atlas. Les vertèbres cervicales forment une courbure à concavité dorsale que l'on appelle la lordose cervicale. La longueur du rachis cervical représente 1/5 de celle de la colonne vertébrale dans son ensemble. Le rachis dorsal est formé par 12 vertèbres qui vont constituer une courbure à concavité ventrale. C'est la syphose dorsale. Le rachis dorsal représente 2/5 de la longueur de la colonne vertébrale. Le rachis lombaire est constitué de 5 vertèbres formant une lordose. Le rachis lombaire représente 1/5 de la longueur de la colonne vertébrale. Les courbures formées par les différentes vertèbres ont des sommets. Le sommet de la lordose cervicale est représenté par le disque C5-C6. Le sommet de la syphose dorsale est représenté par la vertèbre TH6 ou TH5. Le sommet de la lordose lombaire est L3. La mobilité rachidienne varie en fonction des étages. Le rachis dorsal est peu mobile du fait de la présence des côtes qui vont s'articuler en avant avec le sternum. Les parties les plus mobiles du rachis sont le rachis cervical et le rachis lombaire. C'est la raison pour laquelle ces parties du rachis sont fréquemment atteintes par des hernies discales, les disques intervertébraux étant particulièrement sollicités lors des mouvements. Il existe 3 types de mouvements: la flexion du rachis et l'extension du rachis. L'extension est limitée car les épineuses des vertèbres se touchent. Enfin, il existe des mouvements de rotation et d'inclinaison latérale. Vous pouvez voir sur cette planche des radiographies du rachis de face et de profil. Vous voyez que le rachis est à peu près rectiligne sur cette vue de face. De profil, on reconnaît les différentes courbures, la lordose cervicale, la syphose dorsale, la lordose lombaire et la syphose sacrée.
Cet ardio vous montre un aspect anormal des courbures rachidiennes à l'origine d'une pathologie que l'on appelle la scoliose. La scoliose est une déviation sinueuse de la colonne vertébrale qui peut se faire dans les trois plans de l'espace. On voit ici une inclinaison dans le plan frontal. Il peut y avoir une rotation des vertèbres dans le plan horizontal et une inversion de courbure dans le plan sagittal. On voit ici une accentuation de la syphose dorsale à l'origine d'un aspect bossu typique. On comprend que cette accentuation de la courbure dorsale puisse être à l'origine de troubles fonctionnels respiratoires. Les articulations de la tête avec la colonne vertébrale comprennent, comme nous allons le voir sur ce schéma, des articulations entre l'atlas et l'axis, des articulations entre l'os occipital et l'atlas, et des moyens d'union puissants entre l'os occipital et l'axis. L'articulation atlanto-axoïdienne comprend un système articulaire complexe avec en premier une articulation atlanto-axoïdienne médiane. C'est le processus odontoïde de l'axis qui vient s'intercaler entre les deux masses latérales de l'atlas. Cette articulation comprend aussi deux articulations atlanto-axoïdiennes latérales, le tout étant renforcé par des ligaments atlanto-axoïdiens. Pour comprendre l'articulation atlanto-axoïdienne médiane, il faut revoir une vue supérieure de cette articulation. Le processus odontoïde est inclus dans un anneau ostéofibreux formé par l'arc antérieur de l'atlas et le ligament transverse de l'atlas. Il s'agit d'articulations cartilagineuses de type trochoïde correspondant à deux segments de cylindre. Si l'on fait une coupe sagittale médiane passant par le processus odontoïde, nous avons cette coupe avec une radiographie qui va nous permettre de reconnaître les principaux éléments. Le processus odontoïde est ici mis en évidence. Si vous regardez bien sur la radiographie, vous allez pouvoir retrouver ce processus odontoïde comme ceci. Voici l'arc antérieur de l'atlas et l'arc postérieur. En jaune est représenté le ligament transverse. Des bords supérieurs et inférieurs du ligament transverse partent deux faisceaux. Un faisceau supérieur qui constitue le ligament occipito-transversaire, qui va se terminer donc sur l'os occipital, et un faisceau inférieur ou ligament transverso-axoïdien qui se termine sur la face postérieure du corps de l'axis. Ces deux ligaments, qui ont une direction crânio-caudale, forment avec le ligament transverse une croix que l'on appelle le ligament cruciforme. Il existe une capsule autour de ces articulations associée à une synoviale. Les articulations atlanto-axoïdiennes latérales comprennent deux arthrodies entre la surface articulaire inférieure des masses latérales de l'atlas et les surfaces articulaires supérieures de l'axis. À noter que ces surfaces articulaires sont toutes les deux convexes et ne sont donc pas concordantes. Il n'existe pas, cependant, de ménisque interarticulaire. Pour chacune de ces articulations, il existe une capsule articulaire très lâche permettant une grande amplitude de mouvement. Enfin, ces articulations sont de type synovial. Cette articulation est renforcée par des ligaments atlanto-axoïdiens antérieurs entre le bord inférieur de l'arc antérieur de l'atlas et la face antérieure du corps de l'axis, et un ligament atlanto-axoïdien postérieur entre le bord inférieur de l'arc postérieur de l'atlas et le bord supérieur des lames et du processus épineux de l'axis. Si l'on revient sur cette radiographie, vous pouvez maintenant imaginer le processus odontoïde
l'arc antérieur et l'arc postérieur de l'atlas. Si l'on considère maintenant l'articulation entre l'os occipital et l'atlas, il faut noter que les surfaces articulaires en présence sont de type condylien. Pour l'os occipital, en regard, on retrouve les cavités glénoïdales de l'atlas qui sont convexes, elliptiques et regardent vers le haut et le dedans. Ces deux articulations sont renforcées par une capsule lâche qui va être renforcée par des ligaments atlanto-occipitales et ce qu'on appelle des membranes atlanto-occipitales antérieures et postérieures. Nous en voyons une ici, membrane atlanto-occipitale antérieure. Enfin, il existe des ligaments puissants qui vont unir l'os occipital et l'axis. Ils ne seront pas détaillés dans ce cours. La tête peut exécuter 3 ordres de mouvements principaux, des mouvements de flexion et d'extension, des mouvements d'inclinaison latérale et des mouvements de rotation. Les mouvements de flexion et d'extension impliquent l'articulation atlanto-occipitale autour d'un axe passant par le centre de courbure des deux processus. L'amplitude du mouvement de flexion est de 20 degrés et d'extension de 30 degrés. L'amplitude totale de l'articulation est donc de 50 degrés. À ceci s'ajoutent des mouvements supportés par les autres vertèbres cervicales. Les mouvements d'inclinaison latérale impliquent l'articulation atlanto-occipitale. Ils sont de l'ordre de 20 degrés. Enfin, les mouvements de rotation impliquent l'articulation atlanto-axoïdienne médiane et les articulations atlanto-axoïdiennes latérales. Lors d'un mouvement de rotation, l'atlas entraîne avec lui la tête et va tourner autour d'un axe vertical passant par le processus odontoïde. Le mouvement de l'atlas sur l'axis est souvent comparé à un mouvement de vis. Alors, voici quelques images radiologiques sur lesquelles je vais vous demander d'essayer de reconnaître les structures précédemment décrites. Sur cette coupe IRM, vous devez être capable de reconnaître les différents os constituant l'articulation de la tête et du rachis cervical. Quelle anomalie pouvez-vous voir sur cette radiographie? D'après vous, y a-t-il des risques? Et quelles précautions prendrez-vous chez un patient qui présente une telle radio? Maintenant que nous avons décrit le rachis à tous les niveaux, nous allons pouvoir étudier les rapports entre les vertèbres cervicales et les nerfs spinaux ainsi que les méninges. Le foramen vertébral abrite la moelle épinière. Celle-ci se termine en général en regard de L1 ou L2. Elle se poursuit par le phylum terminal qui est un segment rudimentaire de moelle épinière. L'épimère est intimement adhérente au système nerveux central. Elle va entourer le phylum terminal. Le phylum terminal va se poursuivre, sortir du sac durmérien pour former alors le ligament coccygien et se terminer sur le coccyx. Le ligament coccygien est cette partie du phylum terminal entourée par la durmère. La moelle épinière représente 2 renflements, un renflement cervical et un renflement lombaire qui correspond à la naissance de plexus. En moyenne, la moelle épinière occupe les 3/4 supérieurs du canal vertébral, le quart inférieur du canal vertébral, en dessous de la vertèbre L2, est occupé par le phylum terminal et les racines de la queue de cheval qui correspondent aux 4 derniers nerfs spinaux lombaires et aux nerfs spinaux sacrés. Il est important de comprendre que la moelle épinière et la colonne vertébrale n'évoluent pas de la même manière, la colonne vertébrale étant sujette à une croissance beaucoup plus rapide que la moelle épinière. Il va donc y avoir un décalage entre la sortie des nerfs spinaux de la moelle, qui est la sortie réelle, et la sortie des nerfs spinaux des foramen intervertébraux, qui est la sortie apparente.
c'est ce que l'on voit sur cette reconstruction. La sortie réelle est la sortie des racines du nerf spinal de la moelle épinière, et la sortie apparente est celle que l'on voit ici et là, et qui correspond à la sortie apparente. La classification des nerfs spinaux se fait à partir de cette origine apparente. Du fait de cette croissance différentielle entre la moelle et la colonne vertébrale, eh bien, il va se produire une inclinaison progressive des nerfs spinaux. On voit que ceux-ci sont presque horizontaux à hauteur du rachis cervical, puis ceux-ci ont tendance à s'incliner pour devenir pratiquement verticaux pour les racines lombaires et sacrées. En moyenne, il existe un niveau de décalage entre sortie réelle et sortie apparente au niveau cervical, 2 niveaux osseux au niveau dorsal et 3 niveaux osseux au niveau lombaire. Il existe 33 vertèbres et au total, on note 31 paires de nerfs spinaux. Il y a 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés, 1 coccygien. Chaque nerf spinal va donner une branche antérieure et une branche postérieure. Les branches postérieures vont se distribuer aux muscles latérovertébraux et les branches antérieures, celles qui sont représentées sur ce schéma, vont se rassembler avec d'autres branches antérieures pour former des plexus. On note 6 principaux plexus, un plexus cervical, résultant de la réunion des racines antérieures de C1 à C4, un plexus brachial, pour les racines antérieures allant de C5 à D1, un plexus lombaire, pour les racines allant de L1 à L4, un plexus sacré et un plexus pudendal. Entre le plexus brachial et le plexus lombaire, les nerfs spinaux ne forment pas de plexus et vont se poursuivre avec les nerfs intercostaux. Alors le premier nerf spinal, cervical, naît entre l'os occipital et la première vertèbre cervicale, l'atlas. Le deuxième nerf cervical va avoir une sortie apparente entre les vertèbres C1 et C2. Le troisième nerf cervical va avoir une sortie apparente entre les vertèbres cervicales C2 et C3, et ainsi de suite, jusqu'au septième nerf cervical, qui va donc avoir une sortie apparente au niveau du foramen intervertébral entre C6 et C7. Par convention, on a créé un huitième nerf cervical, alors qu'il n'existe que 7 vertèbres cervicales, qui a une sortie apparente entre les vertèbres C7 et D1 ou TH1. Il y a donc 7 vertèbres cervicales et 8 nerfs cervicaux. Au-dessus de ces 7, le nerf sort au niveau de la vertèbre sous-jacente. En dessous de la vertèbre D1, le nerf sort au niveau de la vertèbre sous-jacente. Nous allons pouvoir maintenant décrire un peu plus en détail les rapports entre rachis et méninge spinal. Les méninges spinales sont constitués en premier de la dure mère, représentée en vert sur les schémas. Il s'agit d'un manchon fibreux épais qui contient la moelle épinière et entoure la racine des nerfs spinaux. L'extrémité supérieure de la dure mère se poursuit avec la dure mère de l'encéphale. L'extrémité inférieure va entourer les éléments de la queue de cheval et le filum terminal et se poursuivre avec le ligament coccygien constitué du filum terminal entouré d'un manchon durmérien et qui va se terminer sur le coccyx. La dure-mère forme à son extrémité caudale un cul-de-sac qui se projette en regard de la vertèbre S2. Pour mémoire, le cône terminal, qui est la terminaison de la moelle épinière, se projette en regard de la vertèbre L1 ou L2. On voit donc qu'il y a un espace situé entre les vertèbres L2 et S2 dans lequel il n'y a pas de moelle épinière. Cet espace est occupé principalement par les racines de la queue de cheval. Alors la dure mère est adhérente à la paroi du canal vertébral sur les premières vertèbres cervicales et partout ailleurs, la dure mère est entourée d'un espace appelé l'espace épidural qui le sépare de l'enveloppe osseuse. Cet espace épidural peut être défini comme un espace intrarachidien extradural. Il est occupé par de nombreux plexus veineux et des lobules graisseux.
À noter que les racines des nerfs spinaux traversent la dure mère séparément et la dure mère va émettre des prolongements qui engainent chacune de ces racines, le nerf spinal, et se poursuit au-delà. L'épimère est une fine membrane qui adhère sur toute la surface de la moelle épinière. C'est une fine couche de tissu conjonctif portant les vaisseaux nourriciers de la moelle. Le ligament dentelé est tendu entre l'épimère et la face profonde de la dure mère. Chaque ligament dentelé est situé entre deux orifices de sortie des nerfs spinaux. Il est aussi situé entre les racines dorsales et ventrales des nerfs spinaux. L'arachnoïde est une membrane avasculaire qui ressemble à une toile d'araignée et qui est accolée à la face profonde de la dure mère. Elle est représentée en bleu. Enfin, l'espace subarachnoïdien est entre l'arachnoïde et l'épimère. Il contient le liquide céphalorachidien qui constitue une véritable enveloppe liquidienne protectrice. Cet espace va être distendu à certains endroits du système nerveux central pour former de véritables citernes de LCR. Alors maintenant que nous avons décrit l'émergence des nerfs spinaux, nous allons pouvoir étudier les plexus formés par la réunion des racines antérieures. Le premier plexus que nous allons décrire est le plexus brachial. Il s'agit d'un plexus nerveux, représenté en bleu sur le schéma, situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la région axillaire. Il est recouvert du muscle petit pectoral. On voit qu'il a globalement une forme d'entonnoir qui se rétrécit puis qui s'élargit à nouveau. Il passe en arrière du tiers médian de la clavicule. Le plexus brachial donne l'innervation sensitive et motrice du membre supérieur. Il est à l'origine du renflement cervical de la moelle épinière. Le plexus brachial prend son origine des nerfs spinaux, cervicaux et thoraciques. Il y a 5 racines qui sont issues des branches ventrales des nerfs spinaux cervicaux C5, C6, C7, C8 et T1. Ces racines vont s'anastomoser pour constituer le plexus qui va s'organiser sous forme de racines, de troncs puis de faisceaux. On voit que les racines C5 et C6 fusionnent pour former un tronc qui est nommé le tronc supérieur. C7 est à elle seule à l'origine du tronc moyen. C8 et T1 fusionnent pour former le tronc inférieur. Chacun de ces 3 troncs va donner une branche dorsale et une branche ventrale. Les 3 branches dorsales se réunissent pour former le faisceau postérieur, ici représenté en orange. Les branches ventrales des troncs supérieurs et des troncs moyens vont se réunir pour former le faisceau latéral. Enfin, le tronc inférieur va se poursuivre avec le faisceau médial. Le faisceau postérieur contient des fibres nerveuses qui vont provenir de toutes les racines. Le faisceau latéral contient des fibres issues des racines C5 à C7 et le faisceau médial contient des fibres issues de C8 et T1. Le plexus brachial entretient des rapports étroits avec l'artère et la veine axillaire. On voit que l'artère axillaire passe entre les faisceaux du plexus brachial pour se positionner en arrière du nerf médian, qui est une branche du plexus brachial. Les principales branches terminales du plexus brachial sont le nerf musculo-cutané, le nerf médian, le nerf axillaire, le nerf radial, le nerf ulnaire et les nerfs cutané médial du bras et cutané médial de l'avant-bras. Alors nous allons pouvoir observer le plexus brachial. Sur cette dissection, le muscle petit pectoral a été récliné et on va pouvoir observer la complexité de ce plexus. Voici par exemple les 3 faisceaux et l'on imagine ici la naissance du nerf médian en avant de l'artère axillaire. Alors le plexus brachial va donner des branches motrices pour le membre supérieur. Nous avons cité les principales branches du plexus.
Le nerf musculocutané, dont les fibres nerveuses sont issues de C5 à C6, va innerver tous les muscles du compartiment antérieur du bras. Il est donc responsable de la flexion du coude. Le nerf axillaire, dont les fibres nerveuses proviennent aussi de C5 et de C6, innerve principalement le muscle deltoïde, responsable de l'abduction de l'épaule. Il passe autour de la face postérieure du col chirurgical de l'humérus, si bien qu'une fracture de l'épiphyse supérieure de l'humérus peut être à l'origine d'une paralysie de l'abduction de l'épaule par lésion du nerf axillaire. Le nerf médian est la plus grosse branche. Il va innerver les muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras, sauf le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et la partie médiale du fléchisseur profond des doigts qui sont innervés par le nerf ulnaire. Il innerve donc la plupart des muscles fléchisseurs de l'avant-bras et les muscles ténariens de la main que nous verrons plus tard. Le nerf ulnaire innerve la plupart des muscles intrinsèques de la main à l'exception des muscles ténariens et de deux muscles lombricaux latéraux qui sont innervés par le nerf médian. Le nerf ulnaire passe en arrière de l'épicondyle médial de l'humérus, ce qui explique qu'un choc. Enfin, le nerf radial innerve tous les muscles des compartiments postérieurs du bras et de l'avant-bras. Il est donc responsable de l'extension du membre supérieur. Notez que le nerf radial passe obliquement autour de la face postérieure de l'humérus à sa partie moyenne, au niveau du sillon du nerf radial. Nous allons voir maintenant le plexus lombal ou plexus lombaire. Les nerfs du membre inférieur proviennent soit du plexus lombaire, soit du plexus sacré ou sacral. Le plexus lombal provient des nerfs spinaux lombaires L1, L2, L3, L4. Ces branches nerveuses vont cheminer entre les deux faisceaux du muscle psoas. En effet, sans rentrer dans les détails, le muscle psoas, qui est un puissant muscle fléchisseur de la cuisse, s'insère d'une part sur les disques intervertébraux des vertèbres lombaires et le corps vertébral adjacent, mais aussi sur les processus transverses. Entre ces deux lignes d'insertion se trouvent des branches du plexus lombaire. Le plexus lombaire va donner principalement 6 branches. La première branche est le nerf ilio-hypogastrique qui provient de la racine L1. Ce nerf ilio-hypogastrique est sur la face antérieure du muscle carré des lombes. Après avoir traversé le muscle iliopsoas, il va perforer le muscle transverse de l'abdomen, cheminer le long de la crête iliaque et donner une innervation sensitive pour la paroi abdominale, la région génitale et la partie supéro-interne de cuisse. Le nerf ilio-inguinal, qui a à peu près la même origine, donne aussi une branche sensitive pour la paroi abdominale et une autre pour les parties génitales. Le nerf cutané latéral de la cuisse traverse le muscle iliopsoas, longe la face antérieure du muscle carré des lombes, croise le muscle iliaque dans un dédoublement de son fascia et passe sous l'arcade fémorale en dedans de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il va donner des branches sensitives pour l'innervation de la fesse et la face postérieure de cuisse et une branche fémorale pour innerver la face antéro-interne de la cuisse. Le nerf génito-fémoral provient de la racine L2. Il traverse le muscle psoas et émerge à hauteur de la vertèbre L3. Il descend en avant du muscle iliopsoas, dans sa gaine. Il va longer le bord externe des artères iliaques primitives, qui ne sont pas représentées sur ce schéma, mais qui se trouvent en dedans du bord interne du muscle psoas. Et il va donner différentes branches sensitives qui vont notamment cheminer dans le canal inguinal. Ces branches sensitives sont destinées à la peau du scrotum ou des grandes lèvres chez la femme. Enfin, deux nerfs importants, moteurs, le nerf obturateur, qui est en arrière puis en dedans du muscle iliopsoas. Il croise l'articulation sacro-iliaque, entre dans la cavité pelvienne en étant parallèle au détroit supérieur, longe le muscle obturateur interne et va pénétrer le foramen obturé. Il va innerver les muscles adducteurs et c'est donc un nerf moteur important responsable
de l'adduction de la cuisse. Le nerf fémoral est la plus volumineuse branche du plexus lombaire. Ce nerf chemine dans la gouttière entre le muscle iliaque et le muscle psoas. Il passe sous le ligament fémoral, en dehors de l'artère fémorale, dont il va être séparé par la bandelette iliopectinée, puis il se divise rapidement en ces 4 branches terminales que nous décrirons dans un autre cours. Les 2 derniers plexus que nous allons voir sont le plexus sacral et le plexus pudendal. Le plexus sacral provient de la réunion des rameaux ventraux des nerfs lombaires ou lombaux, L4, L5, qui forment le nerf ilio-lombaire, et des racines ventrales de S1, S2, S3. Ce plexus sacral est destiné aux membres inférieurs et aux organes génitaux. Il se trouve dans la cavité pelvienne et est appliqué sur le muscle piriforme. Il est recouvert du fascia pelvien. On note que la taille des branches antérieures des nerfs sacraux diminue progressivement vers le bas. Elles sortent bien évidemment par les foramen sacro antérieurs et elles vont fusionner un peu au-dessus de l'épine ischiatique pour former le nerf sciatique qui est le plus gros nerf de l'organisme. À noter que ces racines sacrées sont aussi empruntées par le système nerveux végétatif, en particulier les nerfs parasympathiques pelviens. La branche terminale du plexus sacral est donc le nerf sciatique. Il naît au sommet du plexus sacral qui a globalement une forme triangulaire. Il passe à la partie inférieure de la grande échancrure ischiatique et de là va rejoindre la région glutéale ou fessière. Puis on le retrouvera dans la région postérieure de la cuisse et il se divisera au niveau de la fosse poplitée en ces 2 branches terminales, le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. C'est un nerf moteur et sensitif qui commande les mouvements de flexion de la jambe et les mouvements de flexion-extension du pied. Il donne la sensibilité de la partie postéro-latérale de la jambe et du pied. Enfin, le plexus pudendal, issu des rameaux ventraux de S2, S3, S4. Le plexus pudendal va donner des nerfs moteurs pour le muscle élévateur de l'anus, le muscle coccygien et un nerf pour le sphincter anal. Sa branche terminale est le nerf pudendal. Le nerf pudendal est un nerf important qui donne la sensibilité du périnée et des organes génitaux externes, ainsi que l'innervation motrice du sphincter strié-urétral. C'est un nerf au trajet complexe. On voit qu'il va sortir du bassin par la grande échancrure ischiatique. Puis il va passer en dessous du ligament sacro-épineux et va revenir dans la cavité pelvienne par la petite échancrure ischiatique pour rejoindre la fosse ischio-rectale dans le canal d'Alcock qui sera décrit plus tard. Il est ainsi en dessous du muscle élévateur de l'anus, c'est la raison pour laquelle je l'ai représenté en pointillé. Il va se diviser en 2 branches terminales, un nerf périnéal sensitif et le nerf dorsal de la verge ou du clitoris. Alors l'étude du rachis et des rapports avec les méninges nous permet d'aborder les bases anatomiques de la ponction lombaire et de l'anesthésie péridurale. Quand il existe une pathologie du système nerveux central, celle-ci peut entraîner une modification du liquide céphalorachidien. Il peut alors être utile de le prélever pour l'analyser. Pour prélever du liquide céphalorachidien, il faut connaître les limites de la moelle épinière et les limites du sac dural. On peut en effet ponctionner à la partie inférieure du canal vertébral, à l'intérieur du sac dural, pénétrer dans l'espace subarachnoïdien afin de pouvoir prélever du liquide céphalorachidien. Alors, rappelons-nous que le cône médulaire est en regard des vertèbres L1, L2 et que le sac dural se termine aux alentours de la vertèbre S2. Sur ces 2 schémas, une vue antérieure de la colonne vertébrale et une vue postérieure sont représentées la projection de la moelle épinière et du sac dural. Vous notez, et c'est là un repère très important, que le disque intervertébral articulant les vertèbres L4 et L5 se situe à peu près au même niveau que la crête iliaque. À cet endroit, on peut insérer une aiguille qui va passer entre les apophyses épineuses
et qui va pouvoir perforer la dure mère pour pénétrer dans le sac dural. On va ainsi pouvoir prélever du liquide céphalorachidien. C'est ce qui est montré sur ces photographies, où on demande aux patients de faire le dos rond de manière à ouvrir au maximum l'espace entre les épines, et en enfonçant l'aiguille tout doucement, on va pouvoir recueillir du liquide céphalorachidien. À ce niveau, c'est-à-dire dans l'espace interépineux L4-L5, à hauteur des crêtes iliaques, il n'y a pas de risque de léser la moelle épinière. Le prélèvement de liquide céphalorachidien est fondamental pour faire le diagnostic de certaines pathologies neurologiques, comme une méningite infectieuse, qui peut être rapidement mortelle si elle n'est pas diagnostiquée, ou des maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Enfin, l'étude des rapports moelle épinière-méninge permet de comprendre l'anesthésie péridurale. L'anesthésie péridurale, nommée communément la péridurale, est une technique d'anesthésie loco-régionale qui consiste à introduire un cathéter dans l'espace épidural. L'aiguille contenant le produit anesthésiant peut être introduite par le hiatus sacral afin d'infuser le produit anesthésiant qui va diffuser plus ou moins haut dans l'espace péridural et anesthésier ainsi les racines de la queue de cheval. On peut ainsi faire une anesthésie de la région périnéale afin d'envisager un geste chirurgical. Pour terminer, la compréhension de l'anatomie segmentaire des racines spinales va nous permettre d'aborder la notion fondamentale de métamère. Un métamère est défini par l'ensemble des structures organisées autour d'un segment de moelle épinière qui lui-même est défini par l'émergence des racines ventrales et dorsales des nerfs spinaux. Par définition, toutes les structures anatomiques dépendant de ce segment spinal font partie du même métamère. On trouve ainsi les dermatomes, correspondant à un territoire cutané innervé par les branches sensitives d'un même nerf spinal. Tous les nerfs spinaux, à l'exception de C1, délimitent des dermatomes. Alors on voit ici la répartition des dermatomes sur un corps humain adulte en vue antérieure et en vue postérieure. On voit que ces dermatomes délimitent des bandes cutanées correspondant pour chacune d'entre elles à un territoire innervé par une même racine spinale. Par exemple, le quatrième nerf spinal thoracique va innerver cette bande de peau qui passe par le mamelon. Cette notion est fondamentale, car on peut tester la sensibilité des dermatomes et ainsi faire un diagnostic lésionnel d'une atteinte de la moelle épinière ou du rachis. Par exemple, s'il existe une atteinte du rachis au niveau de la vertèbre T4, eh bien, il y aura une perte de sensibilité ou une anesthésie des territoires innervés par les dermatomes en dessous de cette vertèbre. Par conséquent, nous aurons une limite relativement nette entre un territoire normalement innervé au-dessus et un territoire ayant perdu son innervation en dessous. Cette anatomie des dermatomes peut varier. Néanmoins, on peut retenir certaines zones en raison de repères cutanés faciles à mémoriser. Comme nous venons de le dire, le dermatome T4 passe généralement aux alentours du mamelon. Le dermatome T10 est donc cette bande cutanée donnant une innervation passant par l'ombilic. Le nerf spinal C4 innerve la base du cou. Ceci trouve une application en clinique lorsqu'il existe une lésion du rachis au niveau C4. Nous verrons qu'à ce niveau-là naît le nerf phrénique responsable de la respiration. Eh bien, s'il y a une perte de sensibilité suite à un traumatisme du rachis cervical avec perte de sensibilité en dessous de ce dermatome, eh bien, on peut suspecter qu'il y aura une lésion associée du nerf phrénique avec un risque de détresse respiratoire. Cela a donc une valeur pronostique considérable. Les autres dermatomes qui présentent un intérêt sont les dermatomes L2 de chaque côté. Vous voyez que L2 commence dans la région lombaire, va se poursuivre à la partie haute de la fesse et sur la face antérieure, innerver la face antérieure de cuisse et sa face médiale. Un processus pathologique développé aux dépens de L2
peut donc entraîner des douleurs qui vont se projeter dans les territoires de ce dermatome et donc déclencher des douleurs irradiant jusque dans la face antérieure de la cuisse. Enfin, nous avons vu qu'il existe fréquemment des hernies discales à la partie basse du rachis lombaire. Ces hernies discales peuvent notamment comprimer les racines spinales L4, L5. Par exemple, le disque L4-L5 peut, s'il est exclu en arrière, comprimer la racine L5 et le disque L5-S1 peut comprimer la racine S1. La compression du nerf spinal va entraîner une douleur qui va se propager le long du dermatome correspondant. On peut ainsi, grâce à ce schéma des dermatomes, différencier une compression de la racine L5 d'une compression de S1. En effet, vous pouvez constater que si c'est la racine S1 qui est comprimée, la douleur va se propager à la face postérieure de la cuisse. En revanche, si c'est la racine L5, la douleur sera plutôt latéralisée, postéro-latérale, et nous retrouvons le dermatome sur cette vue antérieure. Par définition, un myotome est le territoire musculaire innervé par un nerf spinal. De même, un sclérotome comprend les os et les articulations innervés par le même nerf spinal. Nous retrouvons la même définition pour un angiotome et un viscérotome. Il est à noter que cette organisation métamérique est très bien respectée dans la région thoracique, innervée notamment par les nerfs intercostaux. Et nous avons à ce niveau des dermatomes organisés sous forme de bandes transversales. Cette organisation métamérique sous forme de bandes est beaucoup moins bien respectée dans la région des membres et surtout des viscères en raison du chevauchement des territoires innervés. D'autre part, la présence de plexus anastomotique pour le membre supérieur entraîne une perte de cette organisation transversale au niveau de la main notamment. Alors voici un exemple de pathologie illustrant les dermatomes. Il s'agit du zona. Le zona est un virus dit zostérien qui reste quiescent dans un ganglion sensitif après une première infection, la varicelle. À l'occasion d'une baisse de l'immunité ou d'un épisode de fatigue, le virus qui est resté quiescent jusqu'à présent va se réactiver et va remonter par les fibres nerveuses jusqu'à la peau. Il va ainsi entraîner une éruption cutanée dont la topographie sera limitée au métamère des ganglions atteints. Vous avez ici un zona thoracique. Alors d'après vous, dans quel ganglion spinal est logé le virus du zona de ce patient? Comme nous l'avons dit précédemment, il existe un chevauchement des territoires cutanés au niveau des membres supérieurs et inférieurs. En effet, le plexus brachial résulte de la fusion de plusieurs racines dont les fibres nerveuses vont se joindre à celles des troncs anastomosés. Il y a donc une différence entre les dermatomes et le territoire d'innervation sensitive des branches du plexus brachial. Par exemple, le nerf médian, dont les racines nerveuses proviennent de C6 à T1, va innerver la face palmaire de la main jusqu'au quatrième doigt sans innerver le reste de la face palmaire. Si le nerf médian est sectionné, nous aurons une anesthésie dans ce territoire. Vous voyez que le territoire d'innervation des différents nerfs donne un schéma différent de celui que nous venons de voir. On peut retenir, pour simplifier, que la racine C6 va donner l'innervation du pouce, la racine C7 l'innervation de l'index, et la racine C8 celle de l'auriculaire. La région périanale et périnéale, de même que les organes génitaux, sont innervés par les dernières racines sacrées et coccygènes. Enfin, les myotomes sont des territoires musculaires innervés par une racine spinale donnée.
On peut ainsi tester en traumatologie l'intégrité d'une racine spinale en étudiant la contraction volontaire de certains muscles. L'abduction du bras, mettant en jeu l'articulation gléno-humérale, est sous commande de la 5e racine cervicale. La flexion du coude est commandée par C6, la flexion du poignet par C7, la flexion des doigts par C8, les mouvements d'abduction et d'adduction de l'index, du majeur et de l'annulaire sont commandés par la racine spinale T1. En ce qui concerne le membre inférieur, la flexion de hanche est commandée par les racines L1, L2. L'extension du genou par les racines L3, L4, la flexion du genou L5 à S2, la dorsiflexion du pied L4, L5, la flexion plantaire du pied S1, S2, l'abduction des orteils S2 et S3. Nous avons vu les réflexes ostéotendineux. Lorsque l'on percute le ligament patellaire, nous allons tester la racine et la moelle épinière au niveau L3 et L4. On peut faire le même test sur le tendon achilléen pour évaluer l'intégrité des racines S1 et S2.